Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. La dernière fois, nous avons vu comment donc créer une base de données dans laquelle stocker nos données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plutôt à l'interface et comment rendre notre application un petit peu plus moderne parce que, comme vous avez pu le voir, notre application a plutôt une interface un petit peu archaïque, ce n'est pas forcément très simple à utiliser. Donc on va essayer de faire quelque chose qui soit plus simple à utiliser pour l'utilisateur. Et vous allez voir qu'il va être relativement facile de modifier très rapidement notre interface et de faire quelque chose de totalement différent. Et c'est là également où c'est intéressant, c'est que parfois il est bon de repenser une application et de ne pas hésiter à tout casser pour tout reconstruire. Donc jusqu'à présent, ce que nous avions, c'était d'un côté un data grid qui nous donnait donc la liste de nos contacts, et de l'autre un formulaire qui nous permettait donc de modifier les données. Ce que nous allons faire maintenant, c'est laisser le data grid tout seul sur cette fenêtre et faire en sorte que lorsque l'utilisateur fait un double-clic sur l'une des personnes de la liste, eh bien une fenêtre s'ouvre pour éditer donc ce contact. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est tout d'abord créer ici un nouveau dossier que je vais appeler Windows et dans lequel je vais mettre toutes les fenêtres qui vont être utilisées dans mon application. Donc je fais Add et je vais créer une nouvelle fenêtre. Donc Windows WPF. Cette nouvelle fenêtre, je vais l'appeler Windows Éditer. Et je vais cliquer sur Add. Donc cette fenêtre va me permettre d'éditer l'une des personnes de ma liste. Alors on va commencer par lui changer déjà son titre, puisque vous voyez qu'il y a marqué ici en haut Windows édité, ce n'est pas vraiment super. Donc on va l'appeler simplement édité au-dessus. Et puis également, je vais en profiter pour aller dans les propriétés et changer le petit icône qui sera en haut à gauche dans la fenêtre. J'ai rajouté dans mon dossier image donc une image de petit crayon qui permet donc d'illustrer le fait que l'on est en train d'éditer quelque chose. Et dans cette fenêtre, eh bien, je vais avoir besoin de deux boutons. Donc je vais faire glisser un premier bouton, donc ça on connaît bien maintenant, que je vais faire aller sur le bord droit et bas, donc un alignement right et vertical alignment bottom. Et puis bien sûr je vais l'appeler annuler, donc ce sera le bouton annuler. Et je peux d'ailleurs préciser, en mettant ici la propriété isCancel, je peux préciser que ce bouton est fait pour, par défaut, annuler l'édition de cette fenêtre. Et je vais rajouter un autre bouton, toujours pareil, qui sera donc aligné en bas à droite de ma fenêtre. Et que je vais appeler OK. Alors vous pouvez mettre OK ou vous pouvez mettre aussi enregistrer ou sauvegarder. Vous pouvez utiliser un autre terme si vous voulez. Et puis je vais dire que c'est le bouton par défaut, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que l'utilisateur par défaut enregistre la donnée. Donc vous voyez ici deux propriétés, isCancel et isDefault, qui permettent donc d'indiquer comment les boutons doivent se comporter par défaut. Donc remarquez que maintenant, lorsque je change la taille de ma fenêtre, eh bien, les boutons suivent bien le bord droit de ma fenêtre. Maintenant, ce qu'il faut, eh bien, c'est que je reproduise ici l'interface qu'on avait dans notre main window. Eh bien, vous allez voir qu'on ne va pas s'embêter. On va aller sur le stack panel en fait, qui avait été fait ici pour faire cette partie-là. Donc je vais prendre tout le stack panel intégralement et je vais faire un CTRL X avec mon clavier pour couper et enlever totalement le stack panel. Je peux même enlever ici le grid splitter qui ne va me servir absolument plus à rien. Donc j'enlève le grid splitter. Et je vais aller dans ma fenêtre éditée. Et au-dessus des boutons, eh bien, je vais coller ce stack panel. Alors bien sûr, il y a des choses dont je n'ai plus besoin. Par contre, je vais conserver le bouton nouveau qui va encore m'être utile. Donc je vais le retirer d'ici. Et je vais le conserver dans ma main window. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu ici mon data grid, parce que je vais avoir besoin de ce bouton nouveau pour créer des nouveaux contacts dans ma liste de contacts.
Donc je vais mettre ce bouton ici au-dessus de mon data grid. Je vais enlever les colonnes puisque je n'ai plus besoin ici de colonnes. Et vous voyez que tout de suite mon data grid prend toute la place. Par contre, mon bouton ici est en fait pris également toute la place, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas vraiment ce que l'on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manuellement lui changer sa taille. Donc je vais dire 100 ici pour la largeur. Et pour sa hauteur, je vais dire à peu près 23. Le vertical alignment, je vais lui dire que je le veux en haut. Et l'horizontal alignment, je vais lui dire que je le veux à gauche. Vous voyez que tout de suite, ça prend tout de suite une allure différente. Je vais dire que je veux une marge de 10. Et puis je vais encore un petit peu éloigner mon data grid du bouton pour que ce soit joliment positionné. À la rigueur, j'aurais peut-être même pu augmenter un petit peu la hauteur de mon bouton. Je pense que 23, ce n'est pas assez large, donc je vais faire 24. Voilà, pour que le texte soit à peu près centré à l'intérieur. Voilà. Faire en sorte que ce soit le plus joli possible, dans la mesure du possible. Voilà, donc maintenant, ma nouvelle main window, voilà à quoi elle ressemble. Maintenant également, ce que nous allons faire, c'est que nous n'allons plus permettre à l'utilisateur de modifier les données à l'intérieur du data grid. Donc, on va mettre notre data grid ici en ajoutant la propriété isReadOnly sur True. Nous allons faire en sorte que le data grid ne soit plus qu'en lecture seule. Donc, on n'autorise plus l'utilisateur à modifier quoi que ce soit dans le data grid. Désormais, tout passera par notre fenêtre d'édition. Également, nous ne voulons plus déclencher cette méthode ici qui permettait donc de venir éditer dans le stack panel les données en détectant donc le changement de sélection de la personne. Donc on n'a plus besoin de ça. Je vais l'enlever. Alors je vais également donner la possibilité à l'utilisateur d'éditer une personne, un contact, de deux façons différentes. Soit en double-cliquant sur le contact, soit en cliquant sur un petit bouton sur lequel il y aura cette fameuse petite image avec un crayon. Donc je vais rajouter un bouton. Ici, souvenez-vous, nous avions mis un bouton qui permettait donc de supprimer un enregistrement. Donc nous allons reprendre exactement le même code que nous allons mettre en dessous pour rajouter une colonne. Et cette colonne, nous allons changer le nom du bouton et nous allons l'appeler éditer ligne. Et bien sûr, l'événement ne sera pas le même, bien évidemment, puisque nous allons avoir une méthode qui va gérer le clic du bouton éditer ligne. Nous allons également changer l'image de ce bouton pour lui donner l'image du petit crayon que nous avons dans notre dossier images. Également, je veux éviter que l'utilisateur modifie la largeur de ces colonnes où il y a les boutons. Parce qu'il n'y a pas de données dedans, ce sont des boutons, donc je ne souhaite pas que l'utilisateur puisse modifier la largeur de ces colonnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici Can user resize false pour m'assurer que l'utilisateur ne va pas aller toucher la largeur de ces colonnes. Voilà, pour la main window, vous voyez qu'il y a pas mal de changements, c'est beaucoup plus épuré, et du coup ça nous laisse beaucoup plus de place pour afficher beaucoup plus de données que ce qu'il y a ici, nom, prénom, téléphone, email. On pourrait donc rajouter plein d'autres choses, il y a beaucoup plus de place visuellement, donc beaucoup plus intéressant pour l'utilisateur. Je vais sauvegarder tout ça. Maintenant, revenons à notre window édité. Donc, nous n'avons plus besoin du bouton enregistrer, puisqu'en fait, c'est le bouton OK qui va faire office en fait du bouton enregistrer, qui va valider donc l'enregistrement. Nous n'avons plus besoin non plus du bouton supprimer. Et nous allons un petit peu modifier les marges de notre stack panel. On va déjà aussi enlever grid colonne 1, puisqu'ici, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de grid. Et nous n'avons pas besoin non plus d'utiliser la méthode data context change ici. Donc vous voyez qu'on simplifie là un peu plus le fonctionnement de notre application. Beaucoup moins de méthodes, beaucoup moins de choses à gérer ici en utilisant cette deuxième fenêtre d'édition. Nous allons faire une petite marge sur le côté gauche et nous allons vérifier que notre fenêtre se comporte relativement bien lorsque l'on change la dimension de la fenêtre. Donc vous voyez que les champs suivent bien le bord, etc. Par contre, regardez,
Si jamais je me mets en beaucoup plus petit, eh bien j'ai les boutons qui viennent en plein sur les champs, ce qui n'est pas vraiment formidable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à peu près à une taille raisonnable ici. Et vous voyez qu'on est à peu près, allez, on va dire 550. Alors je vais mettre 550 pour arrondir un petit peu ici. Et 280 pour la hauteur, pour laisser un peu de marge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que maintenant, le minimum de hauteur de la fenêtre sera de 280 et le minimum de la largeur sera 550. Ainsi, si l'utilisateur tente de redimensionner la fenêtre, il ne pourra pas aller plus loin que la taille minimum que j'ai indiquée, ce qui fait qu'on n'aura pas ce phénomène de boutons qui viennent par-dessus le reste de l'interface. Donc regardons un petit peu les propriétés de notre fenêtre. Donc vous voyez que nous avons une propriété Resize Mode qui est sur Can Resize, donc on laisse l'utilisateur redimensionner cette fenêtre comme il le souhaite. Mais également, ce qui est important ici, c'est Windows Startup Location. En effet, lorsque l'on va demander à l'application d'ouvrir cette fenêtre, eh bien, où va s'ouvrir cette fenêtre? Est-ce qu'elle va s'ouvrir dans le coin supérieur gauche, supérieur droit? Est-ce qu'elle va être en plein écran? Ou est-ce qu'au contraire, elle va être un petit peu n'importe où? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, eh bien, je veux que quand cette fenêtre s'ouvre, elle soit au milieu de l'écran. Ici, dans Windows State, d'ailleurs, on pourrait dire, je veux maximize, c'est-à-dire je veux qu'elle s'ouvre tout de suite plein écran. Je ne veux pas faire ça. Alors, une propriété également qui est importante ici, c'est la propriété Topmost. Topmost, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on veut que cette fenêtre soit toujours devant toutes les autres fenêtres. Elle ne passera jamais derrière les autres fenêtres. Donc c'est ce que l'on veut pour éviter que l'utilisateur clique à côté et se retrouve avec sa fenêtre qui est cachée derrière la main window et qui ne voit plus où est sa fenêtre d'édition. Donc pour éviter ce genre de problème, on va dire « je veux que cette fenêtre soit toujours devant ». Bien, vous voyez qu'on a encore pas mal d'erreurs ici. On va cliquer sur l'une des erreurs pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous voyez bien sûr qu'il y a beaucoup de code ici dans la main window qui correspondait au stack panel qui ne sert plus à rien. Donc on va enlever tout ce code qui ne sert plus à rien. On va faire un petit peu le ménage. Donc par exemple, le bouton nouveau clic, alors lui par contre on va le garder puisqu'on a toujours notre bouton nouveau, mais par contre tout ça on peut l'enlever étant donné qu'on n'a plus besoin d'utiliser le stack panel. Le bouton enregistrer c'est pareil, on l'a enlevé donc on n'en a plus besoin. Le bouton annuler, même chose. Autoriser édition, même chose. Donc vous voyez qu'on a pas mal de code ici que l'on peut enlever dont on n'a absolument plus besoin. Donc on fait le ménage et on enlève tout ça. Hop, ça on n'en a plus besoin non plus. Donc voilà, vous voyez, tout de suite on a un code beaucoup plus simple avec beaucoup moins de choses dans la main window. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer une méthode qui va s'appeler private void édité. Je vais lui passer comme paramètre la personne qui doit être éditée. Donc, l'objet personne qui doit être édité. Donc, cette méthode éditée va me permettre donc d'ouvrir la fenêtre d'édition pour modifier ou ajouter un nouvel enregistrement. Donc, je vais rajouter également un autre paramètre qui va m'indiquer si je dois modifier ou ajouter une personne. Donc, je vais mettre ici un paramètre qui est une booléenne, donc vrai ou faux, et je vais appeler ça new person. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne, donc une personne que l'on doit ajouter, ou est-ce que c'est une personne que l'on doit modifier? Donc, si c'est true, c'est une personne à ajouter, si c'est false, c'est une personne à modifier. Maintenant, allons voir le code de notre fenêtre Windows éditée. Il faut que je passe à cette fenêtre, donc, la personne que je veux éditer. Donc ici, nous avons le constructeur de cette fenêtre, qui est public Windows édité. Eh bien, je vais tout simplement lui rajouter un paramètre qui sera la personne que je veux éditer. Mais pour pouvoir conserver en fait cette personne sur tout mon code, parce que sinon ce paramètre ne va exister que dans le constructeur Windows édité, je veux pouvoir parfois accéder aux données de cet objet personne dans toute la classe, dans toute ma fenêtre Windows édité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet personne et que dans mon constructeur, juste après initialize component,
je vais dire, eh bien, la personne que je vais éditer, c'est la personne qui est en paramètre. Et je veux que le data context de cette fenêtre, désormais, soit cette personne. Alors, comme on a déjà fait tout le data binding dans le WPF lorsqu'on a fait notre main window et qu'on a simplement recopié le stack panel qu'il y avait, le data binding est déjà tout fait pour nous. Donc là, on a juste eu à récupérer donc l'interface qui était dans le stack panel, le coller, et le data binding va se faire tout seul. Donc c'est tout ce que nous avons à faire ici. Ensuite, il nous faut gérer les boutons OK et annuler. Donc le bouton OK et annuler, nous allons aller dessus. Donc que se passe-t-il lorsque l'on clique sur annuler? Alors, clic. Ça, on l'a déjà vu. Ah, par contre, bouton clic, c'est pas super comme nom. Il faut que l'on renomme nos boutons. Donc, on va donner un nom à nos boutons. On va l'appeler bouton annulé. Et on va l'appeler bouton OK. Et on va refaire notre méthode clic. Bon, ça, ce sont des choses que l'on a vues déjà plusieurs fois. Et ici, la gestion de l'événement clic de notre bouton OK. Alors, qu'est-ce que l'on fait lorsque le bouton annulé est cliqué? On va aller voir le code. Donc, on va enlever cette méthode qui a été créée automatiquement avec un nom pas terrible, bouton clic. Bouton annulé. Eh bien, le bouton annulé, on va dire que le dialog result, et oui, parce qu'une fenêtre a un dialog result qui permet donc de dire si l'utilisateur a validé ou non son action. Donc on va dire dialog result égale false. Et puis on va fermer la fenêtre. Donc il a annulé, donc le dialog result est égal à false. Mais s'il clique sur OK, eh bien à ce moment-là, le dialog result est égal à true. On va dire OK, il a validé son action. Et puis ensuite, on ferme la fenêtre. Et on va pouvoir récupérer donc cette valeur de dialog result qui nous dit s'il a validé ou non son action. Ah, il me dit qu'il y a déjà un bouton annulé. J'ai dû certainement oublier d'enlever dans le stack panel, voilà, le bouton annulé qui était dans le stack panel. Je vais l'enlever. Vous voyez qu'il y avait un conflit de noms. Et ça, bien sûr, il nous prévient immédiatement du problème. Ok, donc du côté de la fenêtre, nous n'avons pas plus de choses à faire que cela. Bien, retournons au code de notre main window. Donc, nous avons notre méthode éditer. Et ce que nous allons faire, c'est déjà nous assurer que le paramètre personne n'est pas égal à nul. Qu'on n'ait pas quelque chose qui se soit passé qui ait fait que la personne, en fait, n'est pas une personne, ce soit quelque chose d'autre. Donc, on va s'assurer que tout se soit bien passé au niveau du paramètre. Et si c'est bon, eh bien, nous allons ici utiliser notre fenêtre éditée que l'on va appeler win et nous allons instancier, nous allons créer cette fenêtre éditée et lui donner le paramètre personne que nous avons mis dans notre méthode éditer. Et ensuite, eh bien, pour afficher cette fenêtre, j'ai juste à faire if win show dialog. Donc là, je vais appeler ma fenêtre et je vais en profiter pour, lorsqu'elle sera fermée, vérifier si l'utilisateur a bien validé son action, donc le fameux dialog result. Donc je fais if win show dialog égale true. Alors, c'est que l'utilisateur a bien validé son action. On va en rester là pour le moment et on va commencer par voir comment déclencher l'ouverture de cette fenêtre par l'action de l'utilisateur. Donc souvenez-vous, soit il ouvre cette fenêtre en cliquant sur le bouton avec le petit crayon, soit il fait un double clic. Commençons par le bouton. Donc ici nous avons notre méthode bouton éditer ligne click qui donc gère le clic de ce fameux petit bouton. Donc nous devons récupérer la personne qui est sélectionnée par l'utilisateur. Donc c'est une personne, objet personne, que nous allons appeler personne, et qui se trouve dans notre data grid carnet.
Et nous avons ici deux méthodes que l'on peut utiliser pour récupérer ce qui a été sélectionné par l'utilisateur. La première méthode, c'est selectedItem. Et il existe également une autre méthode qui s'appelle currentItem. Mais attention, il y a une différence importante à connaître entre currentItem et selectedItem. CurrentItem peut être nul, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre data grid perd le focus, c'est-à-dire que l'utilisateur est sur un autre contrôle utilisateur que le data grid, eh bien currentItem devient nul. Alors que selectedItem, lui, continue de retourner l'élément sélectionné dans le data grid. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai une préférence pour selectedItem, parce que je sais que même si l'utilisateur va cliquer ailleurs, eh bien, le dernier item qui a été sélectionné est toujours dans selectedItem. Et ensuite, on va lui dire, eh bien, normalement, l'utilisateur a sélectionné une personne. Donc ça, c'est important de faire le as person, parce que si jamais l'utilisateur a cliqué sur autre chose, et que ce n'est pas une personne, eh bien, à ce moment-là, au lieu d'avoir un objet personne dans personne, on aura personne qui sera égal à nul. Donc cela nous permet de faire une vérification et de dire si personne n'est pas égal à nul, alors on peut l'éditer. Sinon, c'est que l'utilisateur n'a pas cliqué sur une personne dans notre liste de contacts. Il a cliqué peut-être sur autre chose. Et on va pouvoir utiliser notre méthode éditer et lui donner donc la personne et lui dire qu'ici c'est une édition. Donc ce n'est pas une nouvelle personne et on va mettre notre paramètre à false. Souvenez-vous, on a mis ici un paramètre qui nous permet de dire si c'est une nouvelle personne qu'on ajoute ou si c'est une personne que l'on édite. Ensuite, on va s'occuper donc du double-clic sur un élément du data grid. Donc, on va aller dans la main window, on va aller sur notre data grid et on va rajouter donc un événement mouse double-click qui permet donc de gérer l'événement du double-clic sur le data grid. Donc vous voyez que ce n'est pas spécifique le double-clic, on ne dit pas si l'utilisateur clique sur une des lignes 2 fois avec sa souris. Non, ici c'est mouse double-clic pour tous les éléments qui se trouvent dans le data grid. C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien vérifier que c'est bien sur un élément, sur une personne qu'il a bien cliqué. Donc on va aller sur le code de cette méthode. Et bien ici, exactement la même chose. On va récupérer donc la personne qui a été sélectionnée avec selectedItem. Et on va vérifier que c'est bien une personne qui a été sélectionnée. Donc, on vérifie que ce n'est pas égal à nul. Si c'est le cas, eh bien, on va pouvoir éditer la personne qui a été sélectionnée et indiquer que c'est une édition et que ce n'est pas un nouveau contact. Vous voyez que jusque-là, c'est relativement simple, il y a très peu de lignes de code. Maintenant, souvenez-vous, nous avons un bouton nouveau qui nous permet donc d'ajouter une nouvelle personne. Donc on va aller sur son bouton nouveau. On va aller sur l'événement, donc, bouton nouveau clic. Et ce que nous allons faire, eh bien, c'est utiliser ici notre méthode éditer, lui passer comme paramètre cette nouvelle personne qui a été créée, et là, on lui dit true, et en mettant ce paramètre à true, on lui indique que l'on veut ajouter une personne et non pas la modifier. Bien, commençons par tester déjà ce que nous venons de faire, et voir un petit peu déjà si notre fenêtre s'ouvre ou pas. Donc nous allons commencer par cliquer sur le bouton nouveau, et vous voyez que nous avons effectivement une fenêtre qui s'ouvre sans problème pour l'édition. Je vais faire un double clic et bien sûr il ne se passe rien puisque je n'ai pas encore d'éléments. Mais vous voyez que je peux faire des double clics sur ce que je veux, cela ne crée aucune erreur puisque j'ai bien vérifié que ce soit bien une personne qui soit envoyée lorsque l'on fait des double clics. Jusque là tout est bon. Bien, nous allons retourner sur notre méthode éditer, puisque c'est là que tout va se passer. Et nous allons utiliser donc ce fameux paramètre newPerson pour savoir si on doit modifier ou ajouter une personne. Donc je dis if newPerson, donc si c'est une nouvelle personne que l'on doit ajouter, eh bien je vais prendre ma liste de contacts et ajouter donc
cette personne qui vient d'être éditée. Tout simplement. Sinon, eh bien, je devrais modifier la personne qui a été sélectionnée. Commençons par voir si on arrive donc à ajouter une personne. Je clique sur Nouveau et je vais donc commencer à saisir je tape un numéro de téléphone, je tape une adresse email, peu importe, et je clique sur OK. Et vous voyez que sans problème, j'arrive à ajouter un enregistrement. Donc ça fonctionne comme je le voulais. Vous voyez également que je ne peux pas éditer aucun champ dans le data grid puisque je l'ai mis à is read only. Maintenant, voyons voir si je double-clique sur Dupont-Éric ici, et bien vous voyez que ça m'ouvre ma fenêtre et qu'il me met dans les champs les données que je peux modifier. Bien sûr, si je modifie une donnée en mettant ici durand@gmail.com par exemple et que je fais OK, et bien vous voyez qu'il modifie ici mon champ, mais si je redémarre mon application, vous voyez qu'il n'a absolument pas modifié ici dans la base de données, donc la donnée que j'ai modifiée. Parce que je n'ai encore mis aucun code qui permet de faire cela. D'ailleurs, nous allons aller vers la méthode, souvenez-vous, Person Property Change, qui faisait un update de la personne à chaque fois que donc on modifiait une donnée de la personne. Alors ça, c'était pas tout à fait optimal. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'on changeait la moindre lettre dans une propriété, cela déclenchait une écriture sur la base de données. C'est pas terrible au niveau performance. Ce qui est le mieux, c'est qu'on fasse un update que lorsque vraiment toute l'édition est terminée. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va désactiver cette ligne en la mettant en commentaire ici. Et on va plutôt le faire du côté de notre méthode éditer. Donc, je vais aller sur la définition de ma méthode éditer. Et je vais dire ici update personne. Et là, il va conserver cette donnée dans la base de données. Donc nous allons vérifier ça, nous allons relancer l'application. Je vais double-cliquer sur cette personne. Je vais modifier. Je clique sur OK. Je vais fermer et je vais voir si cette donnée a bien été conservée dans ma base de données. Et vous voyez qu'il a cette fois-ci bien mis à jour les données. Mais cette fois-ci, il ne l'a fait que lorsque j'ai cliqué sur OK. Il ne l'a pas fait à chaque fois que j'ai changé la moindre lettre dans une propriété. Ce qui fait que du coup, ma base de données est beaucoup moins sollicitée. C'est quelque chose qui est très important parce que imaginez que vous soyez 10, 20, 30 ou plus d'un millier de personnes sur cette base de données, eh bien, si il y a une écriture sur la base de données à chaque fois qu'il y a la moindre lettre de modifier dans une propriété, cela va solliciter beaucoup trop la base de données et vous risquez d'avoir tout simplement comme une attaque DDoS, c'est-à-dire que vous allez saturer votre base de données, saturer l'écriture sur votre disque et donc la base de données ne va plus répondre. Donc ici, on va vraiment avoir une écriture sur la base de données que lorsque toute l'édition est terminée, ce qui est beaucoup plus intéressant. Nous voyons également que si on clique sur le petit crayon, eh bien, j'ai également la fenêtre d'édition qui s'ouvre. Mais maintenant, voyons voir ce qui se passe lorsque j'annule une modification. C'est-à-dire que je commence à modifier quelque chose, c'est-à-dire par exemple, je modifie le prénom, je vais l'appeler Paul au lieu d'Éric, et je vais cliquer sur Annuler. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ici, la propriété prénom a bien été changée à Paul dans ma liste de contacts. Si je ferme l'application et que je la redémarre, vous voyez qu'il n'a pas conservé dans la base de données cette modification, mais par contre, il l'a bien modifiée dans la liste de contacts. Donc, il faudrait absolument que lorsque l'utilisateur clique sur « Annuler », eh bien, on puisse récupérer les données précédentes à cette modification. Et les données précédentes à cette modification se trouvent où? Eh bien, dans la base de données, puisque finalement, tant que la base de données n'est pas modifiée, elle représente nos données de départ. Donc, dans le cas où notre utilisateur n'a pas cliqué sur OK, mais sur Annuler, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, on dit, si l'utilisateur, je vais agrandir un petit peu,
Si l'utilisateur a cliqué sur OK, on fait ça. Sinon, s'il a cliqué sur Annuler, mais également si ce n'est pas une nouvelle personne, donc c'est quelque chose que l'on veut modifier, c'est une personne que l'on veut modifier, eh bien il faut récupérer donc les données de départ qui sont dans la base de données et les remettre dans notre liste de contacts. Alors souvenez-vous, nous avions donc ici une méthode qui s'appelait loadData et qui permettait donc de récupérer l'intégralité des personnes qui se trouvaient dans la base de données. Là, ce que l'on veut, c'est ne récupérer qu'une seule personne pour pouvoir récupérer les anciennes données. Alors, on va récupérer toute cette partie du code parce que vous allez voir que c'est très similaire. Et je vais créer une nouvelle méthode que je vais mettre pas loin de ma méthode éditée, comme ça ce sera plus facile. Cette méthode, je vais l'appeler private. Ça va me retourner une personne, donc en fait c'est une fonction. Et je vais l'appeler getPerson. Et ce que je vais lui passer comme paramètre à cette fonction, c'est l'idée, vous savez, cette fameuse clé primaire qui se trouve dans notre table et qui permet d'identifier avec certitude un élément, qui est donc un entier, int, et que l'on va appeler id. Je vais mettre ici le code que nous avions pour charger les données. À la différence, c'est que cette fois-ci, on ne veut pas la totalité des données, mais uniquement une personne en particulier. Donc je vais changer ici ma requête SQL, lui mettre where id égale @id. Et je vais donc ajouter un paramètre, comme on l'avait vu la dernière fois, SQL commande paramètre addWithValue. Donc c'est le paramètre id que l'on recherche. Voilà, donc ici, ça va nous permettre de récupérer une seule personne et non pas la totalité. Maintenant, si on imagine que plusieurs personnes utilisent la base de données, on peut envisager que cette personne ait été effacée de la base de données pendant qu'on était en train de l'éditer. Donc il faut qu'on vérifie qu'on ait bien réussi à récupérer cette personne et qu'elle est toujours existante dans la base de données. Donc ce que je vais faire, c'est m'assurer que dans la data table se trouve bien au moins une personne. Donc dt, je prends les lignes, les rows, les data rows, qui se trouvent en fait à l'intérieur de cette data table, et je vais les compter. Et je vais dire, eh bien, si c'est supérieur à 0, c'est qu'on a trouvé au moins une personne qui a cet identifiant. Et comme les identifiants sont uniques, obligatoirement, je ne vais avoir qu'une personne dans ma data table. Donc là, je suis sûr que j'ai bien réussi à récupérer une personne. Et si j'ai réussi à récupérer une personne, eh bien, je vais pouvoir donc la retourner. Et je vais dire dt rows zéro. Alors ici il se plaint, pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas une personne que je retourne ici, mais un data row. Et par contre, si je n'ai trouvé personne, eh bien je vais tout simplement retourner nul, c'est-à-dire lui dire, eh bien non, il n'y avait absolument aucun contact qui avait comme idée l'idée qui a été mise en paramètre. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir retourner donc dans ma partie éditée. Et donc, je vais pouvoir récupérer les données de cette ancienne personne avant l'édition. Donc, je vais appeler allPerson. Je vais utiliser ma méthode getPerson. Et je vais lui dire en fait, eh bien, retourne-moi
les données qu'il y a dans la base de données afin de récupérer donc les anciennes données qu'il y avait dans la base de données avant que je fasse l'édition. Donc, là encore, j'ai fait la même erreur. Ce n'est pas une personne, mais un data row que l'on récupère. Mais après tout, pourquoi retourner un data row et pourquoi ne pas faire en sorte que getPerson retourne une personne directement? Ça va nous simplifier la vie. On va retourner sur notre méthode getPerson et on va lui dire qu'elle retourne une personne et vous allez voir qu'on va modifier ça très simplement. En fait, on va lui dire retourne-moi un nouvel objet personne avec ce data row. Puisque souvenez-vous, nous avons un constructeur qui fait ça très bien. Donc du coup, on va avoir directement une personne qui va nous être retournée, ce qui va nous éviter d'avoir à faire tout un tas de code ici dans notre partie éditée pour reconvertir ça, un data row, donc en personne. Et bien ce sera déjà fait par notre méthode getPerson. Vous voyez qu'on peut très vite modifier pour obtenir exactement ce que l'on veut. Maintenant que nous avons récupéré les anciennes données qui se trouvent dans la base de données, pour annuler les modifications de l'utilisateur, eh bien il va falloir repositionner au bon endroit ces anciennes données. Donc si je prends liste contact, si je savais par exemple que c'est le contact dont l'index est 2, je pourrais dire que désormais c'est les données de allPerson. Le problème ici, c'est que je ne sais absolument pas si cette personne qui a été modifiée par l'utilisateur est dans l'index 2 ou l'index 3 ou 4 ou 5, je n'en sais rien. Donc il faut que je puisse récupérer l'index où se trouve précisément cette personne dans ma liste de contacts. Comment je vais faire ça? Vous allez voir très simplement. Je vais utiliser ma liste de contacts et je vais dire donne-moi l'index exact où se trouve la personne que l'utilisateur a modifiée. Voilà, cette méthode indexOf va me retourner précisément l'index où se trouve mon enregistrement de personne. Et ainsi, j'annule les modifications de l'utilisateur. Nous allons tester ça tout de suite. Je vais démarrer mon application. Je vais éditer en faisant un double clic. Et je vais lui changer de nouveau son nom en l'appelant Paul. Mais je clique sur Annuler. Et vous voyez que ça reste Eric. Cette fois-ci, il ne m'a pas permis de modifier puisque j'ai cliqué sur Annuler. Donc, il a récupéré les données de la base de données et a annulé ma modification. Nous allons voir également que lorsque l'on clique sur le bouton Nouveau, vous voyez que si je commence à taper au clavier, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que le curseur n'est pas positionné tant que je n'ai pas cliqué sur la case Non. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça oblige l'utilisateur à faire une action supplémentaire pour commencer l'édition de cette personne. Donc pour éviter ce genre de choses, il faut toujours penser au confort de l'utilisateur. On va aller dans Windows Éditer et on va s'assurer que dans le constructeur, eh bien on va dire 10 textbox non focus. On va relancer notre application. Je clique sur Nouveau et maintenant je peux taper directement sur mon clavier. Vous voyez qu'on est déjà tout de suite avec le curseur dans le champ Non. Donc ça évite à l'utilisateur d'avoir à faire l'action de cliquer dans le champ Non pour commencer à taper des données. Voilà, maintenant je vous propose également pour finir de voir une petite modification que j'ai faite pour éviter quelques erreurs. Nous allons aller sur notre classe personne. Et vous voyez qu'ici, eh bien, j'ai modifié quelque peu le code que nous avions fait dans la vidéo précédente. Auparavant, le code était écrit de cette façon. Je vais reproduire cette ligne ici. D'ailleurs, je vais la copier-coller, ça ira beaucoup plus vite. C'était écrit en fait de cette façon, c'est-à-dire que ici, je mettais string comme ceci. Donc vous voyez la différence entre ces deux lignes qui donnent quasiment la même chose. Mais la différence est énorme. Souvenez-vous, dans notre base de données, nous avons accepté que les valeurs qui sont dans les champs de la base de données puissent être nulles.
Le problème ici, c'est que si les données sont effectivement nulles, eh bien, cette ligne ici va causer une erreur. Parce que la propriété non ne va pas accepter une donnée nulle. Pour éviter ce problème, eh bien, je vais plutôt utiliser le mot-clé as, lui précisant que je veux donc un type string. À ce moment-là, le mot-clé as, à la différence de mettre entre parenthèses string comme ça, eh bien, en fait, retourne nul si ce n'est pas une chaîne de caractères. Mais je peux préciser, avec ces deux points d'interrogation ici, que si la donnée retournée est nulle, alors on doit remplacer cette donnée par une chaîne de caractères vide, c'est-à-dire string empty. J'aurais pu également, à la place de string empty, mettre quelque chose comme ceci, c'est-à-dire deux guillemets, mais c'est moins facile à lire, enfin du moins c'est moins précis. Il est préférable d'utiliser string empty qui est un peu plus précis sur ce que l'on souhaite faire exactement. C'est-à-dire on lui dit retourne-moi une chaîne de caractères vide, string empty. Voilà. Donc cette ligne ici dit bien si ce que tu récupères est de valeur nulle, à ce moment-là, tu remplaces par une chaîne de caractères vide. Et ainsi, on évite les erreurs possibles en cas de données nulles dans la base de données. Voilà, donc ça c'est une petite modification que je voulais vous préciser. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.